Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azzulf al-Lawan. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui pour assister à cet atelier scientifique sur la base de données Scopus. On va découvrir cette fois quelques fonctionnalités puisque Scopus elle a tellement de fonctionnalités et tellement d'avantages de recherche qui permettent aux doctorants et aux chercheurs scientifiques d'avancer de manière très accélérée sur leur sujet de recherche. En fait, avant la création de Scopus, à l'époque, le groupe Elsevier a lancé plusieurs enquêtes, plusieurs études des besoins réels des chercheurs au sujet de documentation scientifique et l'accès vers les volets qui facilitent ces avancements. Et à partir de là, et à partir de l'analyse sérieuse de ces besoins des chercheurs et des étudiants à l'échelle mondiale, ils ont créé Scopus, la banque de données scientifiques, dynamiques, de high quality. Et c'était dans l'année 2004. Et elles suivent toujours la politique de l'amélioration continue. Et aujourd'hui, Scopus est numéro 1 dans le monde. Voilà. Alors, je m'appelle Shurfi Hicham, je suis docteur en matériaux pour l'optique et l'optoélectronique, Université Farhat Abbas Sétif 1, l'Algérie, auteur de plusieurs publications dans des journaux indexés, ambassadeur des groupes Elsevier. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et il y aura des attestations de participation pour les participants, mais juste les participants qui assistent toute la session d'aujourd'hui. Alors demain, vous allez recevoir un mail automatique avec le code pour imprimer vos certificats. OK, c'est bon? Voilà, aujourd'hui, on va découvrir ensemble la base de données Scopus. Scopus a été lancé, comme j'ai dit, en 2004. C'est une base de données de résumés et de citations organisée et suivie par des experts indépendants avec plus de 25 000 sources de plus de 5 000 éditeurs internationaux. Et elle offre l'aperçu le plus complet des résultats de la recherche dans le monde avec une couverture complète des données de haute qualité et des outils précis de recherche et des outils d'analyse. Tout ça pour donner aux chercheurs les informations nécessaires pour mieux interagir et pour prendre les meilleures décisions et pour obtenir les meilleurs résultats de la recherche, et c'est ça l'objectif. À noter que Scopus n'est pas seulement dédié pour trouver des documents, mais aussi elle a la capacité de répondre à vos questions comme comment trouver un sujet de recherche. Voilà, sur Scopus, vous pouvez trouver des nouveaux sujets et des sujets actuels, des sujets pertinents. Aussi, parmi les questions, comment trouver des collaborateurs. Et Scopus offre des analyses spéciales et très efficaces avec la disponibilité d'un profil pour chaque auteur. Et comme ça, vous pouvez trouver et contacter à travers Scopus les bonnes personnes. OK? Alors, si on parle un peu de chiffres, sur Scopus, il y a plus de 23 452 revues indexées à comité de lecture. Et l'indexation ici, qui est basée sur plusieurs critères de contenu, de forme et de visibilité, et apporte une très large diffusion et une très large, bien sûr, visibilité aux documents des auteurs, surtout que Scopus est utilisé dans presque toutes les institutions et les établissements, puisqu'elle touche presque tous les domaines. Et comme ça, les documents seront bien sûr accessibles à beaucoup de monde et beaucoup de catégories. Alors, je précise que l'indexation n'est pas donnée à toutes les revues qui existent sur le net, mais il y a des critères et des exigences à compléter, et ça pour filtrer les revues de bonne qualité et éliminer carrément les journaux qui sont des journaux prédateurs, les revues prédatrices. C'est pour ça qu'on peut confirmer que la littérature et les sources indexées Scopus sont vraiment fiables et toujours sous contrôle durant la période d'indexation.
et n'importe quel journal qui perd la capacité de répondre aux exigences sera retiré par un comité spécial. Aussi, on trouve les séries de livres. Les séries de livres qui sont une très bonne référence puisque les livres ont été publiés après un processus sérieux de révision par un comité de lecture. Aussi, presque 9 millions, 10 millions, presque 10 millions d'articles de conférences, de plus de 120 000 événements. Et je peux profiter de cette information pour savoir les conférences internationales dans mon domaine. Ça, pour surtout les personnes et les gens qui cherchent des opportunités de participation et de publication via les différentes conférences indexées. Alors même pour chercher des anciens documents, hein. En fait, comme les articles de théorie de base, comme les articles de théorie classique publiés dans les années 1900, les années 1800, on les retrouve sur Scopus. Et vous voyez qu'on peut trouver même des documents et des analyses même de l'année 1788. C'est magique, hein. C'est tout un travail de numérisation. On trouve un autre type de documents. Ce sont les documents du brevet d'invention. Sur Scopus, il y a plus de 44 millions d'enregistrements de brevets viennent de grands bureaux internationaux. En fait, les brevets sont aussi des documents scientifiques très intéressants pour nos recherches documentaires et on peut même les référencer dans nos publications et nos thèses et nos mémoires de fin d'études PFE. On parle du domaine. Les titres dans Scopus sont classés en 4 grands groupes de matières qui sont les sciences de la vie, les sciences physiques, ST, c'est-à-dire sciences techniques, sciences de la santé, et sciences sociales et les sciences humaines, qui sont divisés tous en 27 domaines spéciaux, ou bien domaines principaux. Et les titres peuvent appartenir à plus d'un domaine. Alors, on trouve, par exemple, 30% des titres sont dans le domaine de la santé, 28% physique et sciences techniques, 15,4% c'est pour sciences de la vie. C'est-à-dire qu'on remarque une multidisciplinarité et elle-même couvre les domaines les plus ciblés. Et sur Scopus, comme j'ai mentionné, il y a plus de 5000 éditeurs. Et voilà la répartition des publications en fonction des éditeurs. Il y a 10% de contenu qui appartient au groupe d'édition Elsevier. Après, on trouve Springer avec 8%. Wiley 5%. En fait, on trouve sur le cercle 12, les 12 premiers, et le reste des éditeurs représentent les 60% du contenu qui reste. Voilà, à droite, ce sont le CSAB. C'est un conseil indépendant, conseil consultatif et de sélection des contenus Scopus. Ce comité examine tous les titres suggérés à Scopus et il travaille en étroite collaboration avec plusieurs départements pour comprendre comment Scopus est utilisé, quel contenu est pertinent pour les utilisateurs et quelles améliorations devraient être apportées au contenu. En fait, le conseil est composé des grands spécialistes dans plusieurs thématiques. C'est un groupe international indépendant de scientifiques et de chercheurs. Alors, tout au long de l'année, ils travaillent pour garantir que les documents sur Scopus sont tous de très haute qualité. Et même, on trouve d'autres. On trouve aussi plusieurs conseils locaux dans le but de faire progresser la qualité des revues. Même, en fait, j'ai dit ça pour donner une idée sur le travail énorme qui est en cours toujours pour servir des sources fiables et des données correctes. En parlant de plus de fonctionnalités de Scopus et de plus de contenu, on doit noter qu'il y a 67 millions de documents qui sont stockés sur cette base. Il y a toutes sortes de documents. Et nous avons vu des statistiques en fonction de type, avec bien sûr plusieurs options de filtrage classiques et plusieurs options de filtrage même avancées.
et ça pour trouver les documents qui correspondent à notre recherche en introduisant les bons mots-clés. À côté de ça, Scopus affiche automatiquement des profils pour les auteurs et nous avons sur Scopus plus de 16 millions de profils d'auteurs. Aussi, comme vous voyez, il y a des profils pour même les établissements et les institutions et ça va nous aider pour trouver les meilleures institutions pour décrocher un stage ou bien une bourse, par exemple, et pour avoir même une idée aussi sur les travaux et l'évolution de la recherche. Maintenant, pour rester toujours sur le sujet de rechercher, découvrir et analyser, on va permettre, ou bien on va mettre le point sur rechercher exactement. Et sur Scopus, il y a plein de fonctionnalités et plein d'options de recherche. Alors, vous pouvez effectuer une recherche d'un document utilisant soit le titre complet de votre sujet, ou bien utilisant les mots-clés. Aussi, une recherche d'auteur, et ça en utilisant le nom, bien le prénom, ou bien les deux, ou bien leur site, leur kit, qui est le lien d'identification unique de l'auteur. La recherche avancée est aussi disponible pour plus de détails. Il y a aussi une recherche par affiliation. Elle est aussi offerte pour chercher des établissements et des centres de recherche, par exemple, et pour garantir que les résultats trouvés correspondent exactement à ce qu'on cherche. Scopus a mis en place des opérateurs de recherche spéciaux, comme les opérateurs booléens, comme les jokers, les opérateurs de proximité, qu'on peut les utiliser entre les mots-clés pour créer des équations de recherche. Et ça pour affiner plus les résultats. On trouve aussi des filtres, soit en fonction de l'année, des filtres en fonction de type d'accès, en fonction de type de source, c'est-à-dire en fonction de revue, en fonction de journal, en fonction aussi de la langue, en fonction d'auteur, de l'affiliation, même en fonction de l'organisme de financement. Et après le filtrage, vous pouvez télécharger les documents, soit un par un, et même par un simple clic, vous pouvez télécharger le tout ou bien les exporter vers les logiciels de gestion de référence comme Mendeley, comme Zotero, comme EndNote, il y a plusieurs. Sur le volet recherché, toujours, vous pouvez définir une alerte. Et ça pour que Scopus nous envoie automatiquement les nouveaux articles et les nouveaux documents qui seront publiés et qui correspondent à votre recherche. Alors, soit une alerte pour poursuivre les nouveaux documents par rapport au sujet, et même des alertes pour suivre même en fonction d'auteur. Alors, si vous êtes, par exemple, attiré par les travaux d'un auteur, un auteur quelconque, vous pouvez définir une alerte par mail spécifique pour lui, bien sûr pour le suivre. Alors, avec l'outil alerte, c'est un outil très intéressant, vous allez rester à jour. Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est découvrir. C'est-à-dire qu'en effectuant une recherche, on peut naviguer sur le résultat, sur le document pour voir par exemple, les co-auteurs dans un document. Et à partir de là, on peut découvrir leur profil personnel sur Scopus, pour voir ses productions scientifiques, ses affiliations. Et cette liaison qui est offerte par Scopus ouvre la porte vers d'autres résultats et d'autres idées de recherche et d'autres documents, même des documents que ce qu'on appelle les documents connexes, qui ont plusieurs parties en commun. Et là, on parle soit des objectifs communs, avec bien sûr avec nos résultats, avec des conclusions communes aussi, et peut-être même avec des mots-clés qui sont des mots-clés communs entre nos documents et les documents connexes. Alors, vous pouvez identifier les organisations à l'aide de l'identifiant de l'affiliation pour plusieurs raisons.
et comme pour trouver des opportunités de recherche, hein, comme les bourses, comme les stages, comme j'ai dit, et comme même les visites. C'est-à-dire, on peut trouver des affiliations pour demander des visites des groupes des étudiants, ou bien des visites des chercheurs. Aussi, identifier des collaborateurs et les experts à l'aide de l'identifiant auteur. Alors, vous pouvez découvrir ce volet-là pour créer les équipes, par exemple, créer une équipe de recherche, pour demander aussi des conseils, pour demander des lettres d'invitation pour faire un stage, pour demander des documents spéciaux et aussi pour profiter de leur expérience en général. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez aussi clarifier votre identité grâce à l'intégration de l'ORCID, qui est créé pour l'objectif de résoudre les confusions des noms d'auteurs dans les publications scientifiques. Et ça, en attribuant un identifiant unique, universel à un chercheur, et en reliant cet identifiant aux publications et aux autres produits dont ce chercheur est l'auteur. Et voilà, le portfolio d'Elsevier a aussi plusieurs produits, plusieurs services interconnectés qu'on peut les utiliser tous, comme par exemple Science Direct et Saival. Il y a d'autres produits, il y a d'autres services. Une autre chose très intéressante sur Scopus, c'est analyser. Ça pour les gens qui cherchent des sujets, les gens qui cherchent des collaborateurs et les gens qui cherchent beaucoup plus des organismes de financement. Ce sont des statistiques sur des axes de recherche et même elle est importante et intéressante pour les gens qui cherchent des bonnes revues pour publier. Alors, on peut suivre, par exemple, les citations, qui est un signe de qualité, soit les citations pour les documents, ou bien pour les auteurs, ou bien pour les revues elles-mêmes. Aussi, on peut évaluer les tendances dans les résultats de recherche et afficher, par exemple, H-index, c'est-à-dire l'indice H pour les auteurs, qui est un indicateur qui mesure l'impact de ces productions scientifiques. Et on peut même analyser la production éditoriale. On peut aussi obtenir un aperçu des performances des revues à partir des indicateurs, et ce sont des indicateurs de suivi qui sont offerts comme le Site Score et comme le SGR, et faire même des analyses comparatives entre les revues pour choisir la meilleure ou bien celle qui répond à nos besoins. OK? Maintenant, pour l'accès Scopus. Je vais rapidement expliquer comment accéder à Scopus. Alors, la condition d'accès est d'avoir un compte institutionnel de votre établissement universitaire. Ça, c'est une exigence. En fait, ces accès sont financés par les différents consortiums des Grands Maghreb, comme l'IMIST.ma pour le Maroc, pour le CNUDES.RNRT.TNC pour la Tunisie, et le CIRIST pour les Algériens. Prenons l'exemple des étudiants et des enseignants-chercheurs algériens. Vous pouvez directement contacter le CIRIST ou bien le bureau SNDL au niveau du rectorat de votre université pour avoir ce compte-là, le compte SNDL. Puisque c'est via cet accès, l'accès SNDL, qu'on accède à Scopus. En fait, SNDL, c'est disponible à www.sndl.cirist.17 et on met juste le mot de passe et l'identifiant pour que cette interface apparaîtra. Puis, vous pouvez cliquer sur Sciences et techniques et parmi les bases affichées, vous allez trouver facilement l'icône de Scopus. Normalement, c'est clair. Alors, juste avant de faire la pratique, je vais juste vous montrer l'interface principale de Scopus. Alors, on peut lancer plusieurs types de recherches sur l'interface principale de Scopus. Et avant ça, essayez toujours, s'il vous plaît, de créer un compte. Et là, je ne parle pas de compte SNDL, je parle d'un autre compte. C'est un compte Scopus. Vous pouvez juste remplir un petit formulaire
avec les mails. Et après la création de compte, vous pouvez mieux exploiter les fonctions offertes par Scopus, comme par exemple l'export, et même pour définir les alertes que j'ai parlé déjà, que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, vous pouvez faire la recherche par document, et ça en introduisant des mots-clés ou bien le titre complet de votre sujet, et même les opérateurs spéciaux pour une équation de recherche. Aussi, on peut faire la recherche par auteur, et là, pour cibler un profil d'un chercheur pour voir sa productivité et son impact et ses coordonnées. Ça, c'est important aussi. Une recherche par affiliation est aussi offerte pour trouver facilement les institutions afin d'avoir une idée sur les métriques et l'impact de cette dernière. Et une recherche avancée est offerte pour donner plus d'outils afin d'affiner le maximum de résultats. Je viens de parler de Saival, qui est utilisé pour l'analyse comparative, pour le benchmarking entre les établissements. Alors, vous pouvez contacter ou bien consulter Saival juste en cliquant sur l'icône de Saival. Et en appuyant sur Source, vous pouvez consulter et même télécharger la liste des revues qui sont indexées Scopus. Alors, vous pouvez consulter directement sur l'interface ou bien de télécharger directement le fichier Excel. Le fichier Excel, ça, c'est pour voir la liste complète des journaux indexés Scopus. Alors, est-ce qu'on peut passer à la pratique? Nadine, est-ce que vous êtes là? Nadine n'est pas là, apparemment. Ok, je vais juste voir mon mot de passe SNDL. Ok, pour accéder à SNDL, je vais écrire juste SNDL puisque j'ai un accès SNDL algérien. Pour les Tunisiens et les Marocains, il y a d'autres méthodes à travers les consortiums de la Tunisie et du Maroc. Alors, j'ai tapé juste sur Google SNDL. SNDL est disponible même sur le site www.sndl.cirist.dz. Je clique sur, c'est le premier choix sur le Google DZ. OK, voilà l'interface d'SNDL. Premièrement, je dois connecter. Alors, je clique sur connexion. Je vais taper mon identifiant et le mot de passe. Et je clique sur connexion. Voilà, l'interface apparaîtra. Voilà toutes les bases de données et toutes les plateformes qu'on peut trouver sur SNDL, sur le volet sciences et techniques. Par exemple, Sciences Direct, c'est le premier choix aussi. On peut la consulter pour télécharger les articles et tout. Il y a beaucoup de choses sur Sciences Direct. Je vais chercher Scopus. Scopus, elle est là. OK, je clique sur Scopus. Juste 10 secondes. OK, très bien. Alors, voilà l'interface de Scopus. On peut accéder à Scopus, pour les Algériens par exemple, on peut accéder juste à travers l'SNDL. Si je clique par exemple, si je cherche Scopus sur Google, je trouve Scopus Preview. C'est une plateforme publique, on peut pas trouver, on peut pas chercher par exemple les documents, on peut pas trouver toutes les fonctionnalités Scopus sur le site Scopus Preview qui est public. OK? C'est pour ça, de préférence, il faut toujours utiliser votre compte institutionnel pour rechercher, pour découvrir et pour analyser les résultats sur Scopus. Alors, je peux créer un compte. C'est simple pour créer un compte, c'est juste un petit formulaire. Juste l'email, le mot de passe. Sinon, je peux connecter directement puisque moi, j'ai déjà un compte Scopus. Alors, je peux directement connecter.
Une minute. J'ai un problème avec les mots de passe. Se connecter. Ok, c'est mon email. Normalement, c'est bon. Hein? Normalement. Très bien, c'est bon. HC. Ok, je suis connecté maintenant sur SNDL. Je suis connecté sur mon compte Scopus pour découvrir les fonctionnalités de Scopus. Alors, je peux faire, comme j'ai dit, la recherche par document, par auteur, par affiliation. Par auteur, je peux mettre, par exemple, je peux utiliser ou bien je peux faire la recherche par nom, par prénom de l'auteur, et même par l'ORCID, bien par l'ORCID, et ce sera plus efficace de trouver directement l'auteur par l'ORCID. Je peux même utiliser par document. Aussi, via source, je peux télécharger les journaux indexés et même consulter les journaux indexés. Saival, bon, ça dépend de l'abonnement de consortium et l'abonnement de l'université. Et tout, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors, je vais taper juste un mot-clé sur le volet document, par exemple, light. En fait, il y a des opérateurs qui facilitent la recherche et qui affine plus la recherche. Et peut-être la semaine prochaine, on va organiser un webinaire spécial pour voir les opérateurs, tous les opérateurs qui sont utilisés dans Scopus. Il y a des opérateurs booléens, les proximités, les jokers, les guillemets, tout ça. Sinon, vous pouvez même consulter la chaîne YouTube Elsevier Africa pour voir l'enregistrement de la vidéo de la formation de Nadine Iskander. C'est une vidéo très simple, très facile à comprendre et tout. Vous pouvez jeter un codé sur l'enregistrement sur la chaîne YouTube Elsevier Africa. Sinon, la semaine prochaine, on va même organiser un webinaire sur les opérateurs. OK. Je vais juste écrire Light. C'est un exemple, Light and Biology, par exemple. Je vais cliquer sur Rechercher. Ben, on peut même lancer une recherche avancée, hein, puisqu'il y a plusieurs types de recherche ici. Rechercher. OK, très bien. Alors, en utilisant les mots-clés, en utilisant même les opérateurs, qu'on peut les voir aussi en détail, il m'a donné 32 000, presque 33 000 résultats. C'est beaucoup, c'est bien et tout. Je peux même utiliser ici d'autres mots-clés pour affiner sur le résultat. Il y a des mots-clés pour affiner dans la recherche comme j'ai tapé. Et là, je peux même ajouter un autre mot-clé pour renforcer plus le résultat. C'est une recherche dans le résultat. Parmi les filtres aussi, je peux filtrer par exemple juste les documents récents des années 2021, 2020, 2019 par exemple. Je peux filtrer par rapport au nom d'auteur, par domaine, et ça pour cibler juste mon domaine. Par exemple, j'ai tapé Light and Biology, c'est-à-dire je parle de physique, je parle de biologie, biomédicale et tout ça. Je peux choisir parmi ces domaines pour trouver des résultats affinés. Je peux par exemple exclure la chimie. Alors, je peux juste cliquer sur Physics and Astronomy, physique et astronomie, ingénierie, médicaments, par exemple. Il y a, en fonction du type de document, c'est important aussi, puisque sur Scopus, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs types de documents. Il y a les articles de conférences, il y a les séries de livres, il y a beaucoup de choses. Alors, si je cherche, par exemple, juste les articles, je peux juste choisir les articles. Ça, c'est en fonction du journal, c'est-à-dire la source. L'étape de publication, puisqu'il y a des documents qui sont finaux, c'est-à-dire sont publiés sur la version finale. Et il y a des documents qui ne sont pas publiés à la version finale, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sous production. Mais ils sont acceptés, c'est-à-dire. On peut aussi par mots-clés, par affiliation.
OK. Ça, c'est pour cibler les affiliations. Par organisme de financement, par territoire et par type de source, c'est-à-dire on parle des journaux ou bien juste les procédures de conférence. Ça dépend. Il y a le type de document, il y a le type de source, sont différents. Et par rapport à la langue, et je vous conseille toujours d'utiliser l'anglais puisque c'est la langue la plus utilisée pour les documentations scientifiques. Après le choix de filtre, je clique sur Limit to pour avoir juste les résultats qui correspondent à mon besoin. OK. Alors, Scopus, il affiche plusieurs documents sur cette interface. Par exemple, le document numéro 1, il affiche le titre, les auteurs, l'année de publication, le journal et même le nombre de citations ou bien le nombre de fois que ce document a été cité. Par exemple, on trouve plusieurs citations. On peut même changer l'ordre sur la liste déroulante par rapport aux citations. Ça cité, c'est-à-dire de plus élevé jusqu'à le plus bas. Bien. OK, je trouve par exemple parmi les documentations, ce document-là, Revolution in Optical Manipulation, il est cité 3694 fois. Alors, j'ai le choix de faire plusieurs choses et plusieurs filtres et plusieurs ordres. Je peux même consulter les brevets. Et comme vous voyez ici, brevets, comme j'ai mentionné sur Scopus, il y a plus de 44 millions de brevets qui sont disponibles sur Scopus, qu'on peut les consulter un par un pour les étudier, pour les référencer, pour plusieurs choses. Alors, j'ai cliqué sur brevet, j'espère que cela... Bon, en attendant brevet, si je clique sur source, je peux voir directement la liste des journaux qui sont indexés sur Scopus. Alors, je peux chercher de faire la recherche sur des journaux, soit par domaine, ou bien par titre, ou bien par éditeur, par ISSN. Il y a plusieurs choix de recherche ici pour trouver des journaux qui correspondent à mon recherche, avec bien sûr des filtres aussi à gauche. On peut les utiliser un par un pour filtrer afin de trouver les meilleurs journaux et tout. Pour télécharger la liste complète, toujours sur Source, il y a télécharger la liste des sources Scopus. Alors, vous pouvez cliquer juste sur télécharger la liste et vous allez avoir le fichier Excel avec tous les détails, tous les métriques des journaux indexés. OK? Je ne sais pas si il y a un petit problème de connexion, je ne sais pas, puisque je ne peux pas accéder au brevet. Hier, c'était bien. OK, c'est juste pour voir une idée sur le brevet, sur qu'est-ce qu'il affiche Scopus comme information sur le brevet et tout. Sinon, je peux passer à une autre chose en attendant ça. OK. Je peux maintenant, après faire le résultat et après faire filtrer les résultats, je peux cliquer sur une chose très importante qui est analyser les résultats de la recherche. Analyze Search Results. Alors, je clique. Il y a un petit problème. Nadine, est-ce que vous êtes là? Oui, Hicham, je suis là. Ok, est-ce que vous pouvez partager, je ne sais pas, votre écran, puisque je ne sais pas, ça ne marche pas ici, mais je vais reconnecter pour voir les analyses. Normalement, c'est bon. Hein? Normalement, c'est bon. Alors, je partage ou bien c'est OK? Là, non, c'est OK, c'est bon. Alors, j'ai cliqué sur Analyze Search Results.
c'est analyser les résultats de la recherche. Et là, Scopus affiche plusieurs propositions et plusieurs choix d'analyse. On peut par exemple analyser les documents, bien les résultats qu'on a trouvés en fonction de nombre de publications, en fonction de temps. Aussi, en fonction de journal, quels sont les journaux qui publient plus dans les mots-clés que j'ai tapés, bien dans le sujet, bien dans l'axe que j'ai recherché, par rapport aux noms d'auteurs qui ont déjà publié beaucoup sur ce sujet, par rapport à l'affiliation, par rapport au territoire, par rapport aux documents, bien les types de documents qui existent sur ce sujet, par rapport au domaine, et même par rapport aux organismes de financement. Par exemple, si on voit ici le nombre de publications en fonction de temps, on peut voir l'évolution de ce domaine, c'est-à-dire, Scopus, elle a dit qu'il y a une évolution importante de travaux sur la lumière, sur ces mots-clés, la lumière et biologie, c'est-à-dire les applications de la lumière dans la biologie sont toujours en évolution. La preuve, le nombre de publications est en évolution toujours, depuis les années 1959 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au 2020, en attendant bien sûr les résultats et les métriques de l'année 2020 et l'année 2021. Mais je vois que le nombre est toujours en évolution. Par exemple, ici, en 2020, il y a combien? Il y a 2284 documents. En 2021, jusqu'à maintenant, il y a 235. 2021, c'est-à-dire, je parle d'un mois, juste un mois, puisqu'on est en février. 235 fois 12. Alors, ce sera peut-être jusqu'à 3000. C'est-à-dire, si je fais l'échantillonnage, c'est juste un échantillonnage simple, alors je peux avoir une idée sur le nombre de publications. Je peux analyser en détail la qualité, la quantité des documents. Ça va nous aider une idée sur l'évolution, sur l'originalité de ce sujet. Et comme vous voyez, même les références récentes existent, puisqu'il y a beaucoup de publications qui sont récentes. Je parle juste pour l'année 2021 sur ce mot-clé. Il m'a donné 235 par exemple. Ce sont 235 sont bien filtrés, c'est-à-dire je trouve plus de documents, mais 235 qui correspond exactement le mot-clé que j'ai tapé. C'est vraiment important et intéressant. Aussi, je peux voir ou bien je peux analyser par rapport aux journaux pour les gens qui cherchent des revues à publier. Alors, parmi les journaux, il m'a donné Journal de chimie biologique. Il a, pour l'instant, il a publié 1988 documents dans le sujet. Je peux même avoir une idée sur l'évolution de publication de ces journaux. Il m'a donné une liste complète des journaux. C'est une opportunité pour voir, pour choisir un journal pour publier, puisque ce sont tous des journaux, la plupart, sont tous des journaux indexés Scopus. Par exemple, aussi l'ACT, International Society for Optical Engineering, elle a publié déjà 476 documents. C'est vraiment intéressant. Alors, je peux taper ou bien rechercher et analyser un par un pour voir le journal qui répond à mes besoins. Je peux même zoomer sur les courbes. Par exemple, ici, je peux choisir entre 2005 et 2020 et ça va permettre de donner plus de détails pour analyser mieux les résultats concernant les journaux. Je peux aussi voir des analyses par rapport au type d'article ou bien le type de document plutôt. Il m'a donné, il a trouvé déjà plus de 23 000 articles. Il a trouvé des papiers de conférence, il a trouvé 2397 papiers de conférence. C'est-à-dire, on peut même analyser par rapport au type de document. Bon, ça dépend de notre objectif de recherche. C'est-à-dire, il offre plusieurs types d'analyse et c'est à vous de décider.
par rapport document par auteur, il nous donne les auteurs qui publient plus dans le monde. Par exemple, il a M. Dolakia. Parmi ses publications, il a déjà 34 documents sur exactement le mot-clé que j'ai tapé. Il y a plusieurs. Il affiche ici le top 10 des auteurs, le top 10 dans le monde, et il affiche la liste complète des auteurs qui publient dans ce sujet. Alors, je peux cliquer sur n'importe quel auteur. Par exemple, je clique sur ce monsieur-là pour voir son profil personnel sur Scopus, pour étudier, pour avoir une idée sur ses métriques, sur son H-index, sur sa production. Est-ce qu'il est vraiment actif? Est-ce que ses travaux sont toujours en évolution ou non? C'est-à-dire, je peux avoir plusieurs idées et même je peux avoir ses coordonnées pour le contacter, pour avoir des conseils et pour profiter de son expérience. Alors, comme vous voyez, je peux accéder à son affiliation, son ORCID, c'est-à-dire je peux directement sauvegarder ce ORCID, puisque la dernière fois, je peux juste faire la recherche avec ce lien. Il va m'orienter directement vers ce monsieur-là. C'est ça l'avantage de ce lien universel. Il a déjà 606 documents. Il a publié 606. Elle a reçu 24 945 citations par 14 720 documents. Le nombre de citations, comme vous voyez, est toujours en évolution. Même le nombre de publications est très important, c'est-à-dire c'est un chercheur très actif et tout. Son H-index, c'est 78. H-index 78, c'est-à-dire qu'il a au moins 78 documents et chacun de ces documents est cité au moins 78 fois. Je peux même voir le H-graph, c'est-à-dire pour avoir une idée sur la courbe de l'évolution de citation de ces documents en fonction du nombre de documents qu'il a publiés. OK, pas de problème ici. OK. Je peux même analyser par rapport aux organismes de financement, pour les gens qui cherchent des sponsors, pour les gens qui cherchent des financements pour faire d'autres sujets, pour entamer d'autres volets de recherche. On trouve par exemple le National Institute of Health, elle est citée dans 1650 documents comme organisme de financement. Elle nous donne l'idée que cet organisme, elle finance beaucoup les documents dans mon sujet de recherche, c'est-à-dire que je peux les contacter, je peux, pour demander une collaboration, pour demander un financement, pour plusieurs choses. Comme j'ai dit, comme vous, ça dépend de l'objectif de recherche. Je peux, par exemple, cliquer sur territoire. Le pays qui publie plus, c'est les États-Unis. Elle a publié déjà 11 984 après la Chine, Germanie. Est-ce qu'on peut trouver des pays du monde arabe ici? Normalement, les premiers pour le monde, les applications biomédicales, l'utilisation de la lumière dans le domaine biologique, c'est l'Arabie normalement saoudite et l'Égypte. Je peux même descendre un peu, peut-être. Oui, il y a l'Arabie saoudite et l'Égypte, ok? L'Égypte, c'est numéro 1 pour les applications de la lumière et pour la publication des documents dans le domaine, ok? Alors, si je vais chercher, par exemple, l'Algérie, bon, je peux descendre, sinon, je peux juste changer sur les filtres. C'est en fonction des documents. Je peux cliquer sur pays, territoire, pour avoir un ordre alphabétique, puisque Algérie, c'est facile à utiliser ou bien à trouver par ordre alphabétique, puisque, ouais, voilà, Algérie, je clique sur l'Algérie. Elle a déjà 13 documents. OK. Je clique sur le nombre de documents, 13. Il y a beaucoup de documents qui sont déjà publiés sur ce sujet. OK, très bien.
Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour ça? Alors, je peux consulter, par exemple, n'importe quel document. Ok, si je consulte n'importe quel document, je peux voir les détails. Par exemple, je peux directement exporter le document, le télécharger. Si on parle d'exportation, c'est-à-dire par le logiciel de gestion de référence, en utilisant Mendeley par exemple, et en choisissant parmi les filtres les informations qui nous intéressent. Par exemple, je cherche aussi à ajouter une information de l'affiliation, aussi le résumé. Je peux ajouter plusieurs choses, même l'adresse de l'auteur correspondant, correspondent author. Je peux ajouter plusieurs choses. Puis, je clique juste sur exportation et Mendeley va exporter directement les références, les citations. Voilà. Je peux imprimer direct, bien envoyer le document par email, l'enregistrer en PDF et plusieurs autres options. Je peux directement consulter le titre, les auteurs. Pour contacter un auteur, je peux trouver juste une petite enveloppe à côté. Alors, je clique juste sur l'enveloppe. Il va me donner un lien direct pour le contacter. Je peux écrire un simple message vers euh, ce chercheur-là pour avoir des idées. Alors, cette enveloppe est très importante pour avoir une information sur les idées, pour avoir une information sur les coordonnées beaucoup plus des chercheurs et des auteurs. Je peux chercher même s'il y a des opportunités de financement. Est-ce qu'il est déjà financé par un organisme ou non? Ce document-là, non. Je dois chercher d'autres documents pour voir les opportunités des organismes de financement. Qu'est-ce que je peux ajouter? Nadine, est-ce que vous avez des choses à ajouter avant d'entamer d'autres choses? Non, c'est bon pour moi, Hicham. Juste, j'essaye de traiter quelques questions. Donc, on peut voilà, commencer à prendre quelques questions pour pouvoir répondre euh, à la majorité des questions sur la boîte questions-réponses. Ok. Ok, je vais chercher les questions qui ont en relation avec... vous avez déjà résolu 20 questions, peut-être plus. Je vais chercher même sur le chat s'il y a des questions pertinentes. Ok. C'est quoi le SGR? En fait, le SGR, c'est un indicateur Simago Journal Rank. Et il mesure l'impact de revue par rapport à la valeur scientifique des références qu'elle a citées, c'est-à-dire qu'elle se base sur l'étude de la qualité des références citées, puisque c'est un facteur, on dit toujours le SIR, c'est un facteur de prestige, puisqu'il prend en considération juste les références pour valoriser les revues. C'est un facteur très important, le SGR, pour les revues. Quelle est la différence entre Scopus et Science Direct? En fait, Science Direct, c'est SAFA. En fait, Science Direct, c'est une plateforme où on peut télécharger les textes intégrales des documents qui sont publiés par le groupe d'édition Elsevier. Tandis que le Scopus, c'est une base de données. On peut trouver, analyser, découvrir et rechercher les résultats de la recherche et les citations pour plus de 5000 éditeurs. Alors, la différence, c'est que Science Direct, c'est une plateforme et l'autre, c'est une base de données de citation et d'analyse.
C'est quoi un brevet d'enregistrement? Ce sont des documents de brevet qui sont publiés dans des bureaux de brevets internationaux. En fait, il y a cinq bureaux internationaux, ce sont les grands bureaux et tout. Ce sont tous stockés dans Scopus. Vous pouvez voir les informations sur le brevet, sur les dates de dépôt, sur les déposants, sur les inventeurs et même les brevets qui ont déjà passé l'année de priorité et les nouveaux déposés. Bonjour. S'il vous plaît, comment avoir un compte au Maroc, Limis? Nadine, est-ce que vous avez une idée sur comment avoir un compte sur Limis? Oui, Normalement, elle a répondu. effectivement. Ouais. Donc, comme j'ai répondu à plusieurs questions dans ce sens sur les questions-réponses, premièrement, vous devez envoyer une requête sur erconsortium@imist.ma. Donc, je vais mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous pouvez voilà, les copier et les utiliser directement sur votre boîte d'email, boîte de courrier. S'il vous plaît, sur Alger, mais qui ne sont plus des hôpitaux universitaires, peuvent avoir un compte SNDL. Bon, la réglementation, les comptes au système national de documentation en ligne, ils sont tous pour les affiliés aux établissements universitaires et aux centres de recherche. Si vous êtes toujours affilié, normalement, vous avez le droit d'obtenir un compte SNDL via votre université. Quoi d'autre? C'est quoi le site score? Site score, en fait, c'est un indicateur qui mesure aussi l'impact, mais l'impact de citation, le citation des documents qui sont publiés dans une revue. Alors, il correspond le nombre de citations de 4 ans successifs sur le nombre de documents publiés au cours de la même période. Alors, par exemple, pour le site score de l'année 2021, ce sera les citations de l'année 2021, 2020, 2019, 2018 sur le nombre de documents qui sont publiés dans la même période, c'est-à-dire dans les 4 ans. Et le site score prend en considération tous les types de documents comme les articles et comme les articles de conférence. Je voudrais seulement ajouter, Hicham, que pour les Marocains, vous avez tous des emails institutionnels que vous pouvez utiliser directement sur Sciences Direct et Scopus, sans avoir besoin d'un compte sur les ressources de l'EMIST. Donc, vous pouvez aussi, c'est une autre option, voilà, vous pouvez directement accéder à partir de votre email institutionnel. Ce que vous devrez faire, premièrement, est d'activer votre email institutionnel. Justement, sur la page d'accueil de Sciences Direct, à la fin de la page, vous trouverez Remote Access. Vous tapez cliquez au-dessus de Remote Access, vous mettiez votre nom de l'institution ou bien vous la choisissez de la liste. Et puis, après ça, vous allez mettre votre email institutionnel et vous allez avoir votre email activé. Donc, vous pouvez, à partir de Sciences Direct, aussi utiliser le même email pour Scopus. Ça va être activé automatiquement puisque vous l'avez activé déjà sur Sciences Direct. Ok, une autre question, c'est quoi les documents connexes? En fait, pour les documents connexes, pour cette question, des fois, on lance une recherche par mots-clés, par exemple, on trouve des résultats, et après l'analyse de ces résultats, en fonction, par exemple, en fonction d'auteur,
on peut trouver d'autres et on peut même découvrir d'autres documents qui sont des documents connexes ou la possibilité de trouver de ce type de documents sur notre première liste de résultats est un peu faible. Ce sont connexes, c'est-à-dire qu'ils ont 10 parties en commun entre les documents connexes et les documents qu'on a trouvés. 10 parties en commun, soit ils ont un objectif commun, une discussion commune, une conclusion commune, même des mots-clés qui sont des mots-clés communs. Alors, vous voyez comment? C'est quoi fichier indexé? Bon, on peut pas dire fichier indexé, ce sont les journaux qui sont indexés. Une dernière question, c'est quoi un journal prédateur? Pour le journal prédateur, en fait, c'est un site à libre accès et qui prend la forme d'une revue et il offre une publication rapide, très rapide des articles pour pousser les auteurs à payer des frais de publication et verser les dollars vers ce site. Il faut éviter ces journaux et ça en effectuant toujours la recherche de revues sur les bases de données et sur les plateformes qui sont fiables. Et nous avons même sur Elsevier déjà Elsevier Journal Finder qui peut vous aider pour éviter les journaux prédateurs et pour trouver des bons journaux de high quality. Sinon, pour cette question aussi, vous pouvez voir l'enregistrement de comment trouver une revue, soit sur le groupe Elsevier Community ou bien sur ma page Facebook, il est déjà publié. Et c'est l'enregistrement de la formation de la semaine dernière. On a expliqué bien ce volet-là sur comment trouver une revue et comment éviter les journaux prédateurs, les revues prédatrices. Je vais partager sur le chat maintenant les liens et les codes des enregistrements des formations précédentes sur comment trouver des collaborateurs, comment choisir la revue pour lire et pour soumettre et pour publier. Donc, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez simplement copier toutes les informations sur les enregistrements du chat pour les avoir chez vous à tout moment. Je vais changer juste le... Je ne sais pas, est-ce que j'ai changé le partage? Arrêter le partage. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je vais essayer de rechercher d'autres. J'ai répondu aux journaux normalement prédateurs, c'est bon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nadine a répondu. Moi, j'essaye de trouver les questions liées à notre thème d'aujourd'hui. Donc, pour les enregistrements et les attestations, ceux qui ont assisté à la session aujourd'hui vont recevoir un courrier automatisé de Zoom demain avec le lien et le code du certificat ainsi que le lien et le code de l'enregistrement. Ok.
S'il vous plaît, rejoignez-nous sur Elsevier Community sur Facebook pour que, euh, voilà, c'est un peu difficile de répondre à toutes les questions de plus de 700 participants. Donc, ça sera plus pratique si vous engagez avec nous sur les posts et les questions-réponses sur Elsevier Community pour que moi, mon collègue Chérif Hicham Chorfi et nos autres collègues aussi puissent vous répondre sur toutes les questions, que ce soit liées au thème des formations ou non. Le plus important aussi est de avoir contact avec votre institution, votre bibliothécaire ou bien le consortium pour que vous puissiez avoir accès à distance aux outils et aux plateformes et les bases de données d'Elsevier. Donc, s'il vous plaît, contactez l'EMIST, le CNUDIST ou bien le CERIST SNDL pour que vous puissiez avoir accès sur les différentes ressources fournies par eux, incluant les outils d'Elsevier. Pour ceux qui se demandent à propos de Saival, Saival, c'est un outil qui permet de gérer la performance de la recherche scientifique au niveau de l'institution, de l'université, ou bien du consortium, ou bien du pays. Pas seulement gérer et suivre la performance de la recherche, mais aussi la comparer avec d'autres institutions, universités, consortiums, pays, etc. Donc, ça permet aussi d'analyser la performance et les sujets les plus recherchés, qui impactent le plus le pays correspondant, l'économie et la communauté de la recherche scientifique dans un tel pays ou bien dans une telle institution ou université. Donc, ça permet de faire ou bien de prendre des décisions informées. Alors, très bien. Normalement, on a répondu à presque toutes les questions qui ont en relation. Je vais même juste partager avec moi aussi vos feedbacks sur ma page pour permettre d'évoluer plus pour les prochains webinaires. Ça va permettre d'entamer d'autres sujets, de répondre à vos questions. Je vais partager juste avec vous un lien pour partager avec moi vos feedbacks concernant cette formation et tout. Ça va nous aider beaucoup pour vous servir. OK. Alors, nous avons, comme nous avons dit, comme Nadine elle a dit, nous avons recherché, nous avons analysé un peu sur la base de données Scopus. Il y a plusieurs autres choses à expliquer. On profite à ces webinaires d'Elsevier pour comprendre à chaque fois des nouvelles astuces, des nouvelles techniques qui nous aident afin d'affiner nos résultats et afin de maîtriser plus les fonctionnalités offertes par Scopus et par Elsevier en général. Puisque la maîtrise de Scopus nous rend flexible soit pour capter de nouvelles idées ou bien pour chercher des collaborateurs et des nouveaux axes. Alors, vous êtes invité, Nadine, vous êtes invité à une autre formation qui sera dans 2 jours, Nadine, normalement. Et on va partager les détails bientôt sur le groupe Elsevier Community. Alors, vous pouvez connecter tous sur le groupe Elsevier Community pour avoir des notifications sur les nouvelles formations de la période prochaine. OK, merci. Alors, merci à tous. Merci Nadine pour votre Merci Hicham. On intervention. peut voilà, déconnecter l'enregistrement et je serai présente ici pour quelques questions que je vais aussi traiter en live.